Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bel été. Dans quelques jours, c'est le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo exclusive Jeux Olympiques, célébration du sport en France. Alors, les férus de sport de contact et d'arts martiaux vont se régaler avec du judo, du taekwondo et de la boxe. Aujourd'hui, on va surtout revenir sur les raisons qui font que le karaté n'est toujours pas une discipline olympique. On entend de tout et du n'importe quoi, on essaie parfois de nous faire avaler des couleuvres, de nous dire que c'est uniquement de la faute de Tony Estanguet si le karaté n'est pas olympique. En fait, les raisons sont bien plus compliquées que cela. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et ça tombe bien, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. J'ai même des documents exclusifs en provenance des États-Unis où le président de la Fédération mondiale de karaté et le responsable de la communication du CIO expliquent clairement les raisons pour lesquelles le karaté n'est pas une discipline olympique, des raisons concrètes qui font qu'il y a 40 ans ce n'était pas possible, qu'aujourd'hui ce n'est toujours pas possible. Donc on va décrypter ça ensemble et on va voir aussi le retour des responsables du taekwondo qui à Sydney en 2020 expliquaient les changements que lui imposait le CIO sur sa discipline fondamentale afin qu'elle devienne olympique, des choses parfois étonnantes. On va pouvoir décrypter ça et mieux comprendre pourquoi aujourd'hui le karaté n'est pas olympique et ce qu'il faudrait peut-être faire pour qu'elle le devienne, en tout cas si c'est un objectif de la fédération. Allez, on voit ça ensemble. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que je travaille et que je connais beaucoup de personnes au sein de la Fédération française de karaté. C'est le cas également au sein des fédérations de karaté au niveau européen et mondial. Et que pendant des années, j'ai pratiqué et travaillé avec le consortium des dojos de Keiyo, reconnu par l'empereur comme le groupement universitaire représentant le karaté au Japon, et que son président, la personne qui était mon mentor pendant des années, que j'ai suivi au Japon pendant des années, est également le secrétaire général de la Fédération mondiale de karaté et qu'il était pendant des années responsable et rattaché au petit comité qui avait la charge de transformer le karaté en discipline olympique. J'ai donc pu avoir des échanges extrêmement passionnants et très construits sur les tenants, les aboutissants, le pourquoi le karaté et comment peut-il devenir olympique, sur ce qui avait déjà été fait par le passé. Et je vous avoue que ça me peine un petit peu d'entendre de manière très arbitraire que c'est de la faute de Tony Estanguet si le karaté n'est pas olympique, alors qu'il y a beaucoup d'autres raisons et qu'il ne faut pas se cacher derrière justement, on va dire, une personne en la pointant du doigt en disant que c'était elle la fautive. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois de cela, Tony Estanguet prenait la parole dans une émission de radio pour expliquer le fait qu'il n'y ait pas d'athlète russe aux Jeux Olympiques de Paris. Et il expliquait que ça n'a pas été du ressort du comité olympique, mais celui des fédérations qui ont pris la décision au sein de leur système de qualification pour envoyer les personnes à l'olympisme, ont pris la décision de couper en fait l'accès à des athlètes russes parce que la Russie ne respecte peut-être pas forcément tous les critères au sein de ces disciplines sportives, en tout cas des écrits comme quoi il faut respecter certains codes moraux ou certains codes du sport, et que visiblement ces fédérations ont souhaité ne pas laisser ces athlètes et ce pays accéder à l'olympisme, et que ça n'a pas été du ressort du CIO. Donc le CIO a sa responsabilité sur pas mal de choses, mais les fédérations aussi ont leur responsabilité. Elles doivent certes se conformer à un cahier des charges. Il y a un règlement olympique auquel les fédérations doivent, on va dire, essayer de se conformer, mais tout n'est pas systématiquement de la faute du comité olympique. Alors reprenons les choses un petit peu à leur base. Pour devenir une discipline olympique, une discipline sportive ou martiale doit être mondialement reconnue, pratiquée dans 75 pays et 4 continents concernant les Jeux Olympiques d'été. Bon, là, pour le coup, c'est le cas du karaté, il n'y a aucun problème. Il faut qu'il y ait également un comité responsable de la lutte antidopage. Il faut que l'organisation structurelle des compétitions se fasse au niveau mondial, qu'il y ait des championnats, certes, au sein des pays, mais également internationaux, par exemple européens et puis mondiaux. Donc ça, c'est aussi le cas de la Fédération française de karaté. Et au-delà de ça, il y a une étude qui est faite sur, donc là pour le coup par le comité olympique, sur à la fois l'histoire, le développement, les objectifs de la discipline, et puis bien évidemment, est-ce que cette discipline apporte et possède déjà certains sponsors. Les sponsors sont extrêmement importants, et là pour le coup c'est ce dernier point qui peut faire un peu défaut à notre discipline du karaté, qui a souvent travaillé en autarcie ou en bulles un petit peu différentes, et il nous manque, comme pour certaines disciplines de street ou par exemple du BMX qui sont beaucoup plus populaires, en tout cas sur les réseaux, eh bien il manque
un gros sponsor, comme eux, ils ont souvent Red Bull, qui permet la propagation de l'image de la discipline sur les réseaux, sur les télés, sur des chaînes spécialisées, et qui permet aussi le financement de certains événements. Donc ça va être un petit peu le point sur lequel la fédération a dû et doit travailler encore pour devenir olympique. Mais c'est pas tout, bien évidemment. Alors, dans le cadre du refus du karaté récemment, en tout cas après Tokyo 2020, Tony Estanguet expliquait toujours dans le cadre d'une émission de radio que leur choix s'est porté sur une discipline qui proposait en fait un spectacle qui était déjà extrêmement différent de ce qui existait à travers les 28 disciplines déjà présentes au sein du comité olympique. Donc c'est assez intéressant parce que pour le coup le karaté, c'est un art martial japonais et dans les arts martiaux japonais on a déjà le judo. Et puis on sait que le taekwondo, qui certes n'est pas japonais, est quand même un errate du karaté parce que il découle en fait historiquement de la discipline du karaté avant de devenir une discipline coréenne à part entière. Mais de base, on est quand même sur une approche en termes de dynamique de combat qui est relativement proche de celle du karaté. Donc leur choix s'est porté sur des disciplines peut-être très différentes, mais surtout un petit peu plus populaires auprès des jeunes et surtout bien plus diffusables, on va dire de manière simple, sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager les choses. Donc ça, c'était sa justification il n'y a pas encore très longtemps. D'ailleurs, beaucoup d'autres fédérations, comme celle du taekwondo, expliquaient il y a plus d'une vingtaine d'années que le fait de passer à l'olympisme a induit des changements considérables au sein même de leur discipline, puisque en passant olympique, le CIO a imposé certaines règles, alors notamment de réduire les catégories de poids, notamment de réduire le nombre d'arbitres et surtout de mettre en place un système beaucoup plus jeune, beaucoup plus populaire, beaucoup plus interactif, celui des plastrons connectés, avec justement un système de fil pour pouvoir définir les points. Donc ça n'existait pas avant, c'était très complexe et pour eux ça a été un énorme bouleversement, une vraie prise de décision. Est-ce qu'on décide de basculer d'une discipline martiale traditionnelle à un sport populaire, connecté, électronique, interactif? Donc ça a été un choix qu'ils ont décidé de faire en tout cas, mais ça a été quelque chose quand même pour eux, une situation qui a demandé quand même une certaine réflexion. Mais vous voyez que le CIO a aussi, on va dire, ses demandes, ses obligations, son cahier des charges et c'est aux disciplines de savoir si oui ou non elles acceptent de rentrer dedans. Cela étant dit, l'absence du karaté au sein des disciplines olympiques repose tout de même sur deux axes, sur deux raisons majeures qu'il est important d'identifier. La première, c'est les nombreux désaccords qui peuvent exister au sein des organisations, des groupes et des fédérations de karaté qui existent à l'heure actuelle. Dans le magazine, dans le journal Le Temps, on l'expliquait justement, on pouvait y lire que tant que la Fédération mondiale, l'ITKF, que tous ces petits groupements ne se sont pas mis d'accord, eh bien on ne pourrait pas avancer sur justement une résolution du problème et une olympisation, même si le mot n'existe pas, de la discipline parce qu'il y a trop d'acteurs différents et il y a trop de désaccords. Et justement, c'est un petit peu, pour le coup, le problème, le nerf de la guerre. Je vais donc vous présenter un document exceptionnel, c'est la revue américaine Black Belt, datant de 1979 et dans laquelle Robert Paul, qui est alors le responsable de la communication du comité olympique, explique les raisons pour lesquelles le CIO a refusé que le karaté devienne une discipline olympique. C'est très intéressant parce que ça soulève des points qui sont alors très importants, mais qui existent encore aujourd'hui. Pour lui, pour Robert Paul, il y a beaucoup trop d'entités qui existent au sein du karaté, principalement aux États-Unis. Il y a énormément d'organisations, donc elles tendent à se diriger vers la WUKO. La WUKO, c'est la World Union of Karate Organization, qui va devenir plus tard la WKF, la Fédération mondiale de karaté, et il explique qu'il faut que cette WUKO s'associe et se lie à la Fédération internationale du karaté traditionnel, l'ITKF, qui justement œuvre dans le sens un peu opposé, puisqu'il y a une fédération qui va chercher un petit peu le sport et l'autre qui va vouloir conserver les traditions. Donc il explique déjà qu'il faut une uniformisation de tout le monde, de créer une fédération mondiale avec justement ce lissage de toutes ces petites structures et parfois ces grosses structures pour qu'elles arrivent à travailler d'un commun accord, à des règles communes, donc à une uniformisation, un lissage des règles pour présenter des choses, même si effectivement depuis une dizaine d'années déjà,
depuis le début des années 70, la WUKO a déjà œuvré et organisé des événements internationaux et mondiaux, des championnats du monde. Il y a déjà, on va dire, des démarches qui ont été faites. Mais justement, Robert Paul explique que le taekwondo a fait un bien meilleur travail d'uniformisation et de présentation pour devenir une discipline olympique. Ça se justifie aussi que le taekwondo est une discipline beaucoup plus récente que le karaté. Elle a beaucoup moins d'histoire et donc elle se porte plus facilement sur l'uniformisation des règles à l'international en direction du sport. Parce que y a un petit peu moins d'histoire derrière, un peu moins de tradition. Donc pour eux, ce travail-là a été un petit peu plus évident. Je ne dis pas que c'est très simple à faire, je ne dis pas que c'est de gaieté de cœur qu'on va transformer ou lisser certaines choses. Le judo en sait quelque chose. Mais pour le karaté, il explique qu'à l'heure actuelle, même ce travail-là n'est pas possible parce qu'il y a une organisation qui va œuvrer dans ce sens et de toute façon l'autre qui va être peut-être plus traditionnaliste, qui va œuvrer dans le sens opposé. Donc, trop d'entités, trop de bazar. Il explique clairement que le karaté n'est pas en mesure de pouvoir se présenter et de pouvoir même prétendre à devenir olympique sur les Jeux olympiques de 1980 et de 1984. Et que pour le futur, pour les années qui viennent, ce ne sera pas possible tant que ce travail-là n'aura pas été fait. On va dire ce travail de fond n'aura pas été fait. Donc, c'est assez édifiant et à ces propos s'ajoutent ceux de John Evans, qui est alors le président de la WUKO, donc de la World Union of Karate Organizations, qui justement était l'ancêtre de la Fédération mondiale de karaté. Le président explique qu'ils œuvrent en ce sens depuis des années et que si ce comité-là ne parvient pas à le faire, personne d'autre n'arrivera à le faire dans le futur. C'est assez clair, c'est très précis et pour le coup, c'est pas totalement faux, parce que la preuve, 45 ans plus tard, personne n'a réussi à le faire non plus. Donc, ça montre qu'il y a quand même, de manière sous-jacente, au sein de la fédération, des problèmes internes qui ne permettent pas à la fédération de se conformer au règlement et, on va dire, à l'approche uniformisée que recherche le CIO. Aujourd'hui même, on a certes la Fédération mondiale de karaté qui a pris un essor énorme, qui est d'ailleurs extrêmement guidée et on va dire qui a de grandes responsabilités avec la Fédération française de karaté qui est une entité très très importante, quasiment la plus importante au sein de la Fédération mondiale de karaté. Mais à côté de ça, on a d'autres organisations qui sont extrêmement puissantes à travers le monde. On a quand même la JICA qui est extrêmement reconnue, qui ne fait pas partie de la Fédération mondiale de karaté, qui a ses propres règles et ses propres compétitions. On a le groupement universitaire, et c'est pas pour rien. Si on a été chercher des personnes, comme Maître Nagura, du groupement universitaire et de la représentation, de la conservation de l'histoire du karaté, pour pouvoir les amener au sein de la Fédération mondiale de karaté et de les faire travailler dans le sens de l'olympisme, parce que c'est des personnes qui se trouvent à la croisée des chemins et qui ont des contacts dans tous les secteurs, autant sportifs que traditionnels. Donc c'est des personnes qui sont amenées à pouvoir parler intelligemment, trouver des règles communes et essayer d'avancer dans le sens. Parce que c'est des personnes, alors il n'est pas le seul bien sûr, mais qui travaillent aussi au sein de l'université du Budo. Et l'université du Budo, c'est le Budokan et c'est la JICA. Donc on voit qu'il y a une vraie croisée des chemins entre toutes ces entités dans le but d'œuvrer à une forme d'uniformisation, mais qui est parfois extrêmement complexe. Il faut réussir à définir des règles communes et satisfaire tout le monde. Et même toutes les organisations d'Okinawa, parce que tous ceux qui ont pu de près ou de loin aller pratiquer ou même se renseigner, se passionner pour le karaté d'Okinawa, vous savez qu'il y a énormément d'organisations très différentes et parfois très opposées. Donc il faut plaire à tout le monde. Et ça, c'est pas gagné. Il y a également donc un deuxième point qui est beaucoup plus politique et bien plus problématique pour le CIO. C'est le fait que dans la plupart des disciplines, en tout cas les disciplines qui sont représentées au sein du CIO, c'est le sport qui prime. C'est-à-dire que c'est la valeur sportive, c'est le système de qualification. Tout le monde a ses chances et tout le monde doit être qualifié. C'est ce qu'a fait le karaté pour sa présentation à Tokyo, avec tous les K1 première ligne, avec tous ces points à gagner, avec justement, on va dire tout le monde a ses chances à la base, tout le monde peut essayer d'y participer, tout le monde peut prétendre faire des compétitions, se faire sélectionner, et puis pouvoir participer et monter ses échelons pour essayer d'avoir un maximum de points et pour pouvoir être qualifié de manière olympique. C'est ce qui s'était passé à l'époque. Eh bien, certains pays ne veulent pas respecter ce règlement-là. Des pays qui sont plus problématiques car c'est le gouvernement qui possède ni plus ni moins et qui dirige, en fait les qualifications olympiques.
Et à l'époque, il m'était justement ramené que beaucoup de pays d'Europe de l'Est ou du Moyen-Orient décidaient en fait à la place des fédérations ce qu'il fallait faire. Les fédérations n'avaient pas la main libre sur justement qui présentait, qui qualifiait, le nombre d'athlètes. Ils disaient non, c'est pas, ils ne voulaient pas que ce soit un système, on va dire, au mérite. Ce n'était pas la méritocratie du vainqueur qui allait à l'olympisme. Certains pays disaient puisque nous on finance et que nous on paye les fédés, puis que nous on paye, nous on est prêt à payer et puis nous on aura tant d'athlètes. J'ai dit mais non, c'est pas tant d'athlètes de tel pays, c'est pas le pays qui paye pour emmener les athlètes, c'est une qualification. Et puis une discipline va présenter certains athlètes qui se seront qualifiés, pas ceux qui auront payé pour être là et qui n'ont pas le niveau. Donc ça aussi, ça a été un problème à résoudre pendant des années avec différentes fédérations qui appartiennent à des gouvernements qui ne souhaitaient pas, on va dire, de manière très correcte, très juste, respecter les principes de qualification sportive. Donc ça a été aussi un vrai sacerdoce à débattre. Donc imaginons ça, plus ça, plus ça, plus ça, on comprend vite pourquoi toutes les disciplines, d'ailleurs de toutes les fédérations, ont beaucoup de soucis pour sortir la tête de l'eau et pour pouvoir avancer. Dans le cadre du karaté, si on a un défaut de sponsoring, si on a, pas tout le temps, mais si dans le cadre du comité olympique, on nous demande des choses, que c'est compliqué, si on doit avoir un cahier des charges, c'est dur de le tenir parce qu'on a différentes entités qui ne travaillent pas forcément au même rythme et avec les mêmes objectifs. Si on a différents pays qui ne souhaitent pas gérer le sport et les qualifications de la même façon, tout ça, ça va retarder et ça met, on va dire, des petites pierres sur le chemin. Et ces problèmes-là, au final, sont bien plus importants et impactants pour notre présence à l'olympisme que simplement le fait d'être représenté par des jeunes populaires sur les réseaux sociaux et différents de ce qui se fait actuellement. D'accord ? Il y a déjà un cahier des charges à respecter. Si celui-là est clean, alors on peut commencer à discuter et on va dire, à dénouer les nœuds. Tant que ça c'est pas fait, on va déjà avoir des difficultés. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis qu'il y a de toute façon un travail de fond qui doit être fait. Donc, sans rentrer dans plus de détails, parce qu'il serait possible de rentrer dans plus de détails et du questionnement et de pointer du doigt, le but c'est pas de pointer du doigt, le but c'est de dire que voilà, à l'heure actuelle, on a beaucoup d'entités qui freinent le processus, qu'on a certains pays, certains gouvernements, mais ça c'est pareil dans tous les sports la plupart du temps, qui freinent le principe de hiérarchisation et de la qualification au mérite. Et puis de l'autre côté, on a aussi toujours des petits soucis pour, comme toutes les disciplines, pour à chaque Jeux Olympiques pouvoir rentrer dans ces critères-là et devenir ou rester olympique. Donc, en tout cas aujourd'hui, je voulais pouvoir exprimer toutes ces petites phases-là afin de remettre les choses à plat et de se dire, les gars, c'est pas que une personne qui est responsable du fait que le karaté n'est pas olympique. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui, au fil des années, sont plus ou moins importantes. Il y a des problèmes qui se résolvent à droite et qui apparaissent à gauche. La vie est faite comme ça. Donc, il faut espérer qu'au fil du temps, et en tout cas, c'est plutôt bien parti, ces dernières années, il y a eu un effort de fait qui est considérable. On est porté ici par une fédération française et, pour le coup, des athlètes français qui ont fait un travail extraordinaire à Tokyo, qui ont vraiment soulevé leur discipline. Moi j'ai en tête vraiment le combat de Steven D'Acosta dans ces Jeux Olympiques. Il m'a scotché de par ses performances et il mériterait 1 milliard de fois de représenter la France à nouveau à l'Olympisme. L'organisation a été exceptionnelle. J'ai trouvé que voilà, toutes les cases étaient cochées. Et si ça n'a pas marché, c'est probablement pas que à cause de Tony Estanguet. Il y a d'autres choses qui sont rentrées en compte. Voilà, donc je vous laisse méditer un petit peu là-dessus, réfléchir là-dessus et surtout faire une très belle cérémonie d'ouverture. Ceux qui sont comme moi en région parisienne, profitez-en, allez sur place, vagabondez, allez voir des disciplines, faites-vous plaisir. Et puis pour les autres, ne ratez pas une miette, c'est toujours extrêmement passionnant, c'est rare. Et puis pour une fois, c'est en France, il faut célébrer ça quand même. C'est la joie de la célébration sportive et martiale. Donc ne boudez pas votre plaisir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour quelques petits autres tutos portés sur le sport, sur l'évolution et certains objectifs du karaté à travers le sport et peut-être certaines disciplines et certaines compétitions que vous ne connaissez pas, qui sont parfois très japonaises et sur lesquelles je pourrais revenir. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.